Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Aujourd'hui, nous allons parler de la charge rapide et mettre en place les bases qui permettent de comprendre pourquoi les voitures ne chargent quasiment jamais aussi vite que ne le laissent supposer les puissances annoncées par les opérateurs ou les constructeurs. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Lorsqu'on parle de charge rapide, on sous-entend souvent le CCS. Mais qu'est-ce que le CCS? Le Combined Charging System est une norme qui a vu le jour en 2011 à Baden-Baden en Allemagne. Elle a été créée par des équipes conjointes de 3 groupes de constructeurs automobiles. Volkswagen Group, Ford et General Motors. Conçue au départ pour concurrencer la norme japonaise CHAdeMO, elle se veut plus polyvalente. Ces connecteurs sont à la fois compatibles avec une charge en courant alternatif si on y branche une prise type 1 pour la norme US ou type 2 pour la norme européenne, et en courant continu si on branche une prise combo. Le connecteur est séparé en 3 jeux de connexion. Le premier est la communication entre la borne et le BMS de la batterie. BMS qui est le Battery Management System, dont je parle dans cette vidéo. Ces fiches ne sont pas conçues pour passer de la puissance, mais juste des informations. Le second est dans la prise principale et passe la puissance en courant alternatif. Pour les types 1, on a juste 3 phases, et pour les types 2, on a 3 phases et un neutre. Le branchement central est là pour réaliser la connexion à la Terre. Enfin, le troisième jeu de connexion est la charge en courant continu pour les charges rapides. La norme CCS2 en vigueur permet de délivrer un courant dont la tension peut aller jusqu'à 1000 volts. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont donc les connexions de communication et celles destinées au courant continu. Voyons maintenant comment cela se passe au niveau de la charge. Lorsque vous arrivez sur une borne CCS et que vous vous branchez, voici ce qui se passe entre la voiture et la borne. En premier lieu, il existe plusieurs types de reconnaissance entre le véhicule et la borne. C'est ce qu'on appelle un protocole. En simple, il faut que les deux parlent le même langage. Cela explique que si l'on tente de brancher une Tesla Model S ou X avec l'adaptateur CCS sans avoir fait installer le boîtier de communication, cela ne fonctionnera pas. Le protocole basique est appelé HomePlug GreenFi. Sur la borne, vous activez la charge via une application, une carte NFC, une carte bancaire ou autre, puis vous branchez la voiture. Il existe une version plus évoluée de ce protocole qui permet de se passer de l'activation de la borne avant de charger. C'est ce que fait Tesla ou depuis peu Fastned avec sa fonction Plug to Charge. Pour ce second protocole, les informations fournies par la voiture sont alors plus complètes, avec un numéro d'identification qu'on peut relier à un numéro de châssis ou à un compte utilisateur. Cela ne change rien toutefois au protocole de charge en lui-même. Le premier contact entre le contrôleur de charge de la voiture et la borne se fait grâce à la borne PP, ou Proximity Pilot du connecteur. La voiture envoie alors les caractéristiques de sa batterie. Ainsi, la borne connaît les tensions de service et de charge du véhicule, le niveau de charge et la limitation d'intensité, mais aussi les informations de version du protocole. Une fois la communication établie, appelée également poignée de main, la charge peut commencer. La voiture envoie alors la tension et l'intensité maximale qu'elle accepte à la borne. Cela se fait via la connexion CP sur le schéma. La borne délivre alors le courant demandé aux bonnes caractéristiques dans la limite de ses capacités. La tension et l'intensité max sont remises à jour en permanence par la voiture pour que la courbe de charge reste dans les tolérances prévues par le constructeur. On le voit ici, c'est le véhicule qui limite la charge tant que la puissance maximale de la borne n'est pas atteinte. Enfin presque. Vous aurez remarqué que les bornes ne communiquent pas avec la voiture avec des chiffres de puissance, mais bien d'intensité et de tension. On a ici affaire à une subtilité qui n'est jamais mise en avant dans les communications marketing des constructeurs automobiles ou des opérateurs de bornes. Et ça, c'est une source de beaucoup d'incompréhension de la part des utilisateurs. Voyons de près de quoi il retourne. Dans cette partie, je vais me concentrer sur les bornes et dans la suivante, nous verrons ce qui se passe dans la batterie du véhicule. Et vous verrez qu'en fait, les kilowatts ou kilowattheures n'ont rien à voir dans l'équation. Seuls comptent les tensions et les intensités.
Pour comprendre les chiffres que donnent les fabricants et opérateurs de bornes, nous allons devoir décomposer les kilowatts en leurs composantes. Comme on me l'a dit de manière très diplomatique et respectueuse sur Twitter, c'est simple, on apprend ça à l'école. La puissance est le produit de la tension en volts par l'intensité en ampères. P égale UI. P étant la puissance, U la tension, I l'intensité. Prenons l'exemple d'un superchargeur V2 135 kW. Sa fiche de spécification indique une tension de sortie entre 50 et 410 volts, avec une intensité maximale de 330 ampères. On a donc une puissance qui varie de 16,5 à 135,3 kW. Le compte est bon. Pour passer à 250 kW sur les superchargeurs V3, Tesla a augmenté l'intensité, mais conservé la tension. Pour obtenir une puissance de ce type, la borne délivre donc 610 ampères. Le problème? Eh bien, on ne peut pas augmenter l'intensité à l'infini. Plus il y a de courant qui passe, plus les fils chauffent. Ainsi, les câbles de superchargeur V3 sont refroidis pour éviter la surchauffe. Mais d'un point de vue mathématique, on a vu que la tension a aussi une importance. Et là, ça devient intéressant, puisque si on augmente la tension, cela n'impose pas d'avoir recours à des câbles de plus grosse section. Au contraire, augmenter la tension est donc logique. Mais cela a d'autres inconvénients. Les composants sont plus onéreux et l'isolation doit être renforcée. En effet, tout isolant a ce qu'on appelle une tension de claquage. C'est la tension à laquelle le matériau ne fait plus son effet d'isolant et laisse passer le courant, provoquant un court-circuit, donc un arc d'électrique qui provoque un claquement sonore. D'où son nom. Donc, d'un point de vue mathématique, oui, multiplier la tension par 2 multiplie la puissance par 2. Mais dans la vraie vie, cela ne se passe pas comme ça. Et il faut regarder dans la batterie pour le comprendre. Depuis quelque temps, beaucoup de communications de constructeurs mettent en avant la tension de service de leur batterie comme un avantage technologique. Pour une fois, il y a un peu de vrai dans ce discours marketing, mais juste un peu. Lorsqu'on construit une batterie, on va avoir recours à des cellules. Ces cellules sont des accumulateurs électrochimiques qui ont des caractéristiques définies. La chimie détermine la tension nominale, la tension max et la tension mini. Une cellule LFP, par exemple, a une tension nominale de 3,2 volts, tandis qu'une NMC sera à 3,7 volts. Elle est également caractérisée par l'intensité maximale de charge ou de décharge en ampères, et une capacité en ampères-heure. Il y a deux manières d'assembler les cellules pour en faire un pack, en série ou en parallèle. Prenons 4 cellules prismatiques LFP, qu'on trouve dans le commerce. Leur tension unitaire est de 3,2 volts, et leur tension maximale de 3,65 volts. Une telle cellule peut être chargée sous une tension de 4 volts, dans l'idéal. Sachant qu'au-dessus de 4,2 volts, la cellule va rendre l'âme très rapidement. Leur tension unitaire est de 228 ampères-heure. Elle peut donc délivrer 228 ampères pendant 1 heure en moyenne. Et c'est cette intensité qu'il vaut mieux ne pas dépasser pour la charger. Donc pour charger un pack composé de ces 4 cellules, il me faut un chargeur adapté. Si les cellules sont branchées en série, alors les tensions s'additionnent. On aura un pack de 12,8 volts nominaux avec une capacité de 228 ampères-heure. Il me faut donc un chargeur de 4 x 4 volts, soit 16 volts et 228 ampères max pour la charge. Si les cellules sont branchées en parallèle, alors ce sont les intensités qui s'additionnent. On aura alors besoin d'un chargeur ayant une tension de 4 volts et une intensité de 912 ampères max. Dans les deux cas, la puissance délivrée est la même, mais les caractéristiques du courant sont différentes. Si on ramène ces calculs à une Model 3 qui a 103 cellules, on obtient des chiffres énormes de tension ou d'intensité si on procède ainsi. Pour avoir une tension et une intensité compatibles avec la technologie, les constructeurs décident donc de panacher les branchements. Si j'ai un chargeur fonctionnant sur une tension de 8 volts, je vais alors faire 2 blocs de 2 cellules montés en parallèle. Chaque bloc ou module aura une tension de 3,2 volts et une fois monté en série de 6,4 volts. On peut donc charger un tel pack à 8 volts sans souci. Chaque bloc aura une capacité de 456 ampères-heure, donc l'intensité de charge maximale sera de 456 ampères. Si on repasse rapidement à la puissance, quel que soit le montage qu'on fait avec ces 4 cellules, on obtient toujours la même capacité en kWh. Soit 12,8 x 228 ampères, soit 3,2 x 912 ampères, soit 6,4 x 456 ampères. Par contre, au niveau des cellules, cela ne change rien. Chaque cellule recevra bien un courant de 228 ampères sous 4 volts au maximum, quelle que soit la configuration des branchements. On a bien la même puissance, mais le courant de charge nécessaire et les caractéristiques du courant en sortie de batterie sont différents. Et donc, les composants reliés à cette batterie devront tenir compte de la tension de service comme de l'intensité disponible.
pour la charge comme pour la décharge. C'est là qu'on comprend réellement ce qui se passe ici. Comme je l'ai dit plus haut, la puissance de charge indiquée sur les bornes est une information partielle et surtout marketing. Les superchargeurs Tesla chargent à 400 volts, les Ionity 350 kW à 800. Mais qu'en est-il si on branche un véhicule avec une batterie de 300 volts sur l'une comme sur l'autre? Je vais prendre l'exemple de ma moto. Je n'ai pas choisi 300 volts au hasard puisque la tension nominale de mon Energica est de 307 volts et son intensité de charge max de 75 ampères. J'ai donc une charge à 23 kW maximum. Le superchargeur, comme la borne Ionity, délivreront donc 23 kW maximum en fonction de ce que demande le contrôleur de charge de la moto. Celle-ci va baisser l'intensité maximale acceptée si la batterie est trop chaude ou trop froide dès le départ, mais aussi lorsque la charge est supérieure à un certain pourcentage. Au-delà de 80%, le BMS limite fortement la charge pour éviter surchauffe et dégradation des batteries. Qu'on charge une batterie câblée en 400, 800 ou 1000 volts, c'est bien l'intensité qui arrive dans chaque cellule qui est limitée. Et donc, peu importe la tension du pack, le contrôleur limite la recharge de la même manière. À capacité et cellule égale, il n'y a aucun avantage d'un point de vue de la cellule à charger à une tension plus élevée. En revanche, les autres éléments et raccordements peuvent être plus petits, s'échauffent moins, mais demandent d'augmenter l'isolation. Maintenant, que se passe-t-il si je charge ma moto sur une borne 25 kW en CCS? Ces bornes délivrent généralement 410 volts au maximum. Donc si je divise la puissance annoncée de 25 000 watts par 410 volts, j'obtiens une intensité maximale de 60 ampères. Donc ma moto, qui charge à 310 volts, sera limitée à 60 ampères, soit cette fois-ci 19 kW. On voit donc ici que la puissance maximale de charge n'est pas la puissance la plus faible entre ce que la borne peut fournir et ce que la batterie accepte, mais bien la combinaison des limitations d'intensité de la borne et la limite de tension de la batterie. Bon, qui peut le plus peut le moins, donc brancher une batterie de 400 volts nominaux est possible sur une borne 800 volts, puisque la borne peut délivrer des tensions inférieures. Attention toutefois, car il existe une tension minimale, et donc, si votre batterie a une tension trop faible, certaines bornes ne peuvent tout simplement pas charger. Mais à l'inverse, comment peut-on charger une batterie de 800 volts sur une borne ne en délivrant que 400? Eh bien, c'est la voiture qui convertit le courant 400 volts en 800 pour permettre la charge. Porsche utilise un convertisseur DC-DC à cet effet, et Hyundai Kia l'électronique de puissance de ses moteurs. Cela réduit les rendements, mais permet de charger tout de même. Au final, que peut-on tirer de tout cela? Eh bien, plusieurs choses. Premièrement, ne jamais croire les puissances affichées sur les publicités des opérateurs de bornes. Ce n'est en aucun cas une garantie de charge rapide. Les bornes ne chargeront à ces puissances que si toutes les conditions sont réunies, aussi bien les tensions et intensités maximales admises par le véhicule que les conditions de charge comme la température ou le niveau de charge des cellules. D'une façon générale, charger à des grosses puissances est réservé aux batteries de grande capacité. Plus il y a de cellules, plus les cellules ont de capacité. Plus la puissance de charge peut alors être élevée. N'espérez donc pas charger une batterie de 50 kWh à 600 kW sur un superchargeur V4. Ce n'est juste pas possible avec les cellules actuelles. Mais alors pourquoi Tesla ou Ionity et bien d'autres déploient de telles bornes? Eh bien pour préparer l'avenir. S'il faut changer les bornes sitôt que la technologie évolue, alors on les changera avant qu'elles soient usées. Ce serait donc un énorme gaspillage d'argent, d'efforts, de matériaux, et finalement ce serait pas très écologique. Les charges ultra rapides doivent être les plus puissantes possibles pour ne pas limiter l'évolution des autos, et c'est en cela qu'elles sont intéressantes. Les bornes de plus faible puissance ont également leur place pour des réseaux dont la destination est différente que les grands trajets comme la recharge quotidienne ou hebdomadaire. La seconde chose qu'on peut tirer de cette vidéo, c'est qu'avant de croire que les choses sont enfantines ou simplettes, creuser un peu le sujet permet de comprendre pourquoi une voiture charge moins vite qu'annoncé, et que ce n'est pas forcément un dysfonctionnement. C'est juste une résultante de choix et de limitations liées à la conception et à la technologie de la voiture, de la borne, ou des deux. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien.